Salut, salut Myriam. Salut Mathia, comment tu vas? Je vais super bien et toi-même? Ça va super, ça va super. Écoute, je pense que aujourd'hui là, tu es une pépite, une perle rare que je vais faire découvrir à mes abonnés, à ma communauté et je pense qu'ils vont t'adopter tout simplement. Donc, je te laisse te J'espère. présenter. Bah merci. Alors moi je m'appelle Myriam. Je suis créatrice de contenu sur LinkedIn depuis 1 an. Avant d'être créatrice de contenu, j'ai un parcours un peu atypique parce que moi j'ai commencé par un bac S. Ensuite j'ai fait 2 ans de prépa maths sup pour devenir ingénieur en aéronautique. Et j'ai décroché mon entrée en école d'ingé à l'INSA à Toulouse. Sauf que le jour de la rentrée, je suis pas allée à l'école parce que je pensais que c'était pas ma voie. Donc j'ai séché ma rentrée pour l'anecdote. Là, j'ai fait demi-tour au port de l'école, je suis repartie en métro, j'ai appelé ma famille, je leur ai dit que j'étais pas à ma place et que je voulais faire autre chose de ma vie. Donc après, avec mon frère, on a cherché une passerelle pour pas que je perde mes 2 années d'études. Donc j'ai fait une prépa pour m'intéresser au métier du digital. Pendant cette prépa, je faisais aussi une L3 en méca énergétique pour pas avoir perdu mes 2 ans d'études en sciences quand même, parce que je me disais que c'était important. Donc je faisais une L3 en méca énergétique et en même temps je faisais une prépa en master digital. Du coup, j'ai fait 2 cursus dans 2 écoles différentes pendant 1 an. J'avais aussi un job étudiant à cette époque-là, c'était marrant. J'avais une vie bien chargée. Après ça, du coup, je suis allée en master brand content et brand management et stratégie de contenu. Et moi, je me suis vraiment spécialisée dans la stratégie de contenu pure et dure parce que la psychologie, l'écriture. Parce que depuis toute petite, j'adore écrire déjà. J'écris toujours écrit des histoires que personne ne lira, mais des histoires pour écrire des histoires parce que j'aime ça. Et du coup, pour moi, la création de contenu, c'est la meilleure des façons pour moi de pouvoir exprimer ma créativité sans être jugé et sans jamais avoir une bonne ou mauvaise réponse, juste faire ce que moi j'aime et partager avec les gens ce que moi j'aime et les valeurs que moi je porte au quotidien. Et du coup, c'est un peu ce qui s'est véhiculé sur LinkedIn depuis 1 an. Et du coup, tout mon univers, toute mon offre, tout s'est créé autour de ce, de cet amour pour la création de contenu qui est devenu en vrai ma spécialité depuis. Du coup, je suis focus que sur ça, aider les gens à apprendre à créer du bon contenu ou le meilleur contenu qu'ils sont capables de créer. Il n'y a pas de bon ou mauvais contenu pour moi. Il y a juste du contenu authentique ou pas. Waouh. Eh ben, te retourner à la porte d'une école d'ingé qui est quand même très Oui, prisée, ça c'est le oui. rêve de certaines personnes. Tout tu waouh. Je Écoute, sais pas si c'est un rêve, mais oui, je l'ai fait. Enfin, je sais pas comment j'ai eu cet élan de courage, mais oui, en plus, l'INSA Toulouse, je crois que c'était vraiment l'une de mes écoles de rêve, parmi les écoles d'ingé disponibles sur le concours. Mais oui, j'y suis pas allée. waouh, waouh. On m'a toujours dit qu'il fallait suivre son instinct. Ce Oui, jour-là, j'ai décidé de l'écouter. c'est sûr. C'est sûr que, écoute, c'est marrant, mais je remarque de plus, moi-même étant d'un parcours d'ingénieur, je remarque de plus en plus d'ingénieurs qui, tout simplement, du jour au lendemain, s'ils étaient déjà, s'ils ont fini leur cursus, du jour au lendemain, ne sont plus du tout alignés avec ce qu'ils font dans leur taf Mm. d'ingé, Ouais. qui se lancent à leur compte. Écoute, à 80% des personnes que je suis sur LinkedIn, la plupart sont des ingénieurs de genre de background. C'est choquant, qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, dis-moi, ça vient d'où ce déclic-là? C'est vrai, tu disais Euh, tantôt que tu aimes l'écriture, tu aimes transmettre ta créativité. Ça vient d'où cette créativité que tu as? je sais pas. Ça vient de beaucoup de choses. Je sais que j'ai eu la chance d'avoir une famille, et des parents qui m'ont permis de tester plein de choses sans jamais me forcer à faire quoi que ce soit. Je sais que par exemple, quand j'étais plus petite, j'adorais le foot. J'ai fait du foot pendant 16 ans. J'adorais la peinture. En fait, mes parents m'ont toujours poussé à faire mieux, à faire plus loin. Par exemple, quand j'étais à l'école, je faisais des cours de soutien en maths. C'est pas parce que j'avais des lacunes de prendre de l'avance pour plus tard. On m'a jamais freiné dans ce que je voulais faire tant que c'était dans le respect des autres et que je n'atteignais pas la liberté des autres et que je faisais du mal à personne. J'ai toujours pu faire ce que je voulais. J'ai toujours pu m'exprimer comme je voulais. J'ai toujours pu découvrir des choses. J'ai pu faire de l'humanitaire à 15 ans. Je suis faire un travail humanitaire dans un orphelinat à 16 ans. Mes parents m'ont autorisé à partir seule sans eux dans un travail humanitaire. J'ai eu la chance d'être animatrice en centre de loisirs. J'ai pu faire de l'aide aux devoirs pour les enfants. Donc en fait, je me suis toujours enrichie de plein de mondes différents.
que ce soit du monde sportif, du monde associatif, du monde créatif, du monde de ma sœur adore la déco d'intérieur, donc je l'accompagne dans ça. En fait, j'ai genre toujours eu plusieurs sources d'inspiration et on m'a jamais bridé dans ça, on m'a jamais interdit de faire un truc. Donc je pense qu'en fait ça aide à Découvrir juste ses laisser talents. les idées se développer, quoi. Mhm, mhm. En fait, très tôt, tu as Et été l'écriture vient de la lecture. Et l'écriture vient aussi de la lecture, parce que du coup, j'ai toujours, enfin moi, quand à l'école, on me donnait un livre, j'appelle ça les livres blancs, les livres chiants qu'on donne à l'école en France que personne aime lire. Ben moi, j'adorais les lire. Et même en grandissant, quand j'allais pas à l'école, j'ai continué à les lire. Donc, je pense que l'écriture vient de la lecture, parce que ben, j'aime lire, j'aime découvrir, j'aime bien m'imprégner, me mettre dans des univers différents et me laisser porter. Donc, je pense que l'écriture vient de la lecture logiquement. Et la partie créativité, je pense, vient du fait qu'on m'a toujours laissé m'exprimer comme je voulais. On m'a jamais Wow. bridé. Écoute, c'est passionnant ce que tu viens de dire parce que il y a des gens qui ont des talents, qui ont des passions et qui malheureusement on les empêche parfois d'explorer ces talents-là, d'aller au fond, de creuser, puis d'en faire leur métier. Et c'est ça qui empêche certaines personnes à écouter cette voix qui est en eux, qui leur dit ça c'est ce en quoi tu dois t'épanouir. Et que écoute, c'est passionnant de t'écouter dire pour que bah, les personnes qui vont nous suivre en replay ou après savent que ce soit pour eux-mêmes, pour leurs enfants, c'est important de faire grandir les enfants dans un environnement stimulant, mais surtout de les laisser Essayer. libre, voilà, libre choix d'explorer tous les horizons, leurs passions, leurs talents, bon, sans aller dans certains domaines pas très catholiques, là, on se Non, connaît. exactement. Après, moi, mes parents, c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont toujours. Moi, j'ai eu une chance, c'est que il y a toujours eu un lien de confiance énorme avec mes parents. Où du coup, en fait, ils n'ont pas eu besoin de me fliquer, ils n'ont pas eu besoin de me. Bon, ça va faire un peu la personne qui se vante entre guillemets, mais pas ça. Je vante l'éducation de mes parents et je les remercie pour cette éducation d'ailleurs. En fait, ils ont toujours su m'expliquer le principe d'être respectueux, d'être quelqu'un de bon envers les autres. Bah oui. Donc, ils n'ont jamais eu besoin de me freiner, de me brider, de m'interdire de faire des choses parce qu'en fait, depuis mon plus jeune âge, ils m'ont inculqué ce qui était à leurs yeux, parce que bah, du coup, chacun a une vision différente du bien et du mal, de ce qui était à leurs yeux le bien et le mal. Donc, naturellement, je n'allais pas vers les choses mal. Enfin, j'essayais de ne pas faire du mal aux autres, tout en me laissant moi m'exprimer, et en aimant faire ce que je fais, et en me laissant libre de mes choix à moi. Donc ils ont jamais eu besoin de me frustrer ou de m'interdire quoi que ce soit parce que ben, naturellement, je pense pas qu'enfant j'allais vers des choses pas très catholiques et des choses mal. Mhm, mhm. Ben, c'est parfait, c'est génial. Écoute, on va revenir un peu dans le sujet de la création de contenu. Sans aller plus dans le détail, je remercie tes parents pour ces belles valeurs qu'ils t'ont transmises là. Franchement, c'est super et c'est des bases Je leur essentielles dirais. pour, c'est des bases essentielles pour s'épanouir en fait quand on se lance en affaires. Les personnes qui n'ont pas des valeurs fortes, souvent ont du mal à seulement croire en eux, ont du mal à évoluer dans leur projet et c'est une chance d'avoir des valeurs fortes et surtout des valeurs transmises de génération en génération. Je trouve que c'est juste super. Moi, j'aimerais te poser une question. Toi qui es une experte de la création de contenu, toi qui crées des contenus plutôt virales sur LinkedIn, écoute, ça m'a accroché tout de suite. Les décalages entre tes contenus, mais qui décalés mais instructifs. Moi, j'ai beaucoup kiffé, j'ai beaucoup aimé voir ta page, tes contenus. Si vous ne la suivez pas sur LinkedIn, allez chercher Myriam Felawi. Vous allez être étonné de son univers, tout simplement. Parle-nous un peu comment toi tu t'organises. Admettons là sur LinkedIn, quelles sont les choses importantes pour qu'un contenu devienne viral? Quelles sont dis-nous un peu comment ça se fait pour atteindre ce niveau de viralité avec son contenu sur LinkedIn? Bah, déjà la viralité, premier point, ça va dépendre aussi de l'audience qu'on a. Si d'habitude Hmm. on fait 200 impressions et qu'un jour on fait 10 000 impressions, bah à notre échelle c'est un contenu viral, donc faut bien remettre ça en cause. Un contenu viral ne veut pas forcément dire 1000 likes et 100 000 impressions. Ça dépend de notre audience et de notre niveau. Si on fait 300, si on est à 300 et qu'on passe à 10 000, bah, c'est déjà une viralité à notre échelle à nous. Il faut être fier de ça. J'ai envie de dire ça aux gens parce que bah, il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve sur LinkedIn et j'ai pas envie de faire tous ces gens-là. Pour être viral, ça veut pas dire forcément faire 100 000 impressions. Être viral, ça veut dire faire mieux que ce qu'on fait d'habitude. Donc déjà, n'abandonnez jamais. Et pour moi, un bon contenu, c'est juste un contenu qui arrive à connecter avec la bonne audience. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes contenus, ce que je fais faire dans mes posts.
c'est ne pas chercher la viralité, justement, chercher la vraie connexion, chercher le décalage, chercher la différenciation. Je sais que, ben, comme je l'ai dit, moi, j'aime bien m'enrichir de tout ce qui est à l'extérieur de moi. Donc, j'aime beaucoup mélanger les concepts qui sont liés, du coup, au copywriting pour être instructif ou à la création de contenu pour donner de la vraie valeur ajoutée, mais rendre ça fun, parce qu'en vrai, lire un post qui explique qu'est-ce que le tofu, mofu, bofu pendant 3 heures, c'est chiant. Par contre, lire un post qui reprend le concept des cauchemars en cuisine pour expliquer ces concepts-là, ben, je trouve ça plus marrant, je trouve ça plus éducatif, je trouve ça plus simple et plus facile à digérer. Ouais, j'essaie vraiment de m'inspirer de ces côtés où je reprends des systèmes, des choses qui ont été faites ailleurs dans des domaines totalement différents, comme par exemple un poste que j'adore faire, c'est un poste presque parfait qui est littéralement tiré de l'émission française, un dîner presque parfait, où du coup, bah, avec l'humour, je corrige des postes. Ouais, j'essaie vraiment de m'inspirer de tout ce qui est à l'extérieur, justement, pour ne pas tomber dans la routine LinkedIn où on revoit toujours les mêmes posts avec les mêmes structures d'écriture, avec les mêmes choses. C'est d'apporter cette touche de peps et du coup, en général, quand on apporte de la nouveauté, ben, on intéresse son audience et quand c'est nouveau, ça apporte de la viralité. Ben oui. J'essaie de Donc, jouer avec mes atouts à moi, qui mhm. sont pas ceux des autres. Ben oui, c'est clair. Donc, si je résume bien, la viralité n'est pas acquis, mais il faut chercher d'abord à connecter avec son audience. Il faut chercher à être C'est ça. authentique. Il faut chercher à pouvoir parler d'une manière, on va dire, non conventionnelle, d'une manière un peu qui sort de l'ordinaire. Conventionnel. Exactement. Parfait. Bah, en fait, Et le principe de la viralité, ce qui me fait rire avec beaucoup d'experts LinkedIn, pardon, le principe de la viralité, c'est ce qui me fait rire quand j'entends des experts dire LinkedIn, comment devenir viral sur LinkedIn. En fait, le principe de la viralité, la définition même de la viralité vient du fait de ne pas contrôler une action. En fait, on ne peut pas dire ce poste va devenir viral sur LinkedIn. On peut mettre en place plein de choses pour maximiser le nombre d'impressions et maximiser sa visibilité, mais aucun expert ne pourra te dire ce poste-là va forcément être viral parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte autre que la création du contenu. Il y a les heures de publication, il y a l'algorithme, il y a l'audience qu'on a, il y a la personal brand qu'on a déjà créée. Si on a 50 000 abonnés ou si on a 10 abonnés, ben, on n'aura pas la même force de frappe, ce qui est logique. Si on s'appelle Lena Mafouf, on n'est pas connu dans le domaine, ben, du coup, on n'aura pas la même force. Lena Mafouf peut dire bonjour sur LinkedIn, elle fera 3 millions de vues, mais pas parce qu'elle a dit bonjour, parce qu'elle a construit tout un univers de marque autour d'elle. Là, le principe de la viralité, c'est de perdre le contrôle de quelque chose. Donc, on peut optimiser pour être visible, mais on peut pas dire je vais créer un contenu viral. C'est faux, c'est un mensonge. Même si tous les experts vont crier dessus parce qu'ils vont dire qu'il faut pas dire ça, mais c'est la vérité, malheureusement. c'est ça, malheureusement ou heureusement d'ailleurs. Écoute, moi, la question qui me vient à l'esprit là, que je n'avais pas prévu de te poser, mais que je te pose, qu'est-ce qui t'a fait choisir LinkedIn comme justement plateforme pour exprimer ta créativité? Ben, c'est que j'ai déjà, avant, dans mes alternances, je fais des alternances en création de contenu, j'ai beaucoup bossé sur LinkedIn de 1, une plateforme sur laquelle j'ai travaillé, donc qui était un peu déjà familière à moi, on va dire. Et surtout que pour moi, LinkedIn, c'est vraiment le terrain de jeu sans les haters des réseaux sociaux. En vrai, moi, je suis quelqu'un qui, la haine, ça m'intéresse vraiment pas en soi. C'est pas quelque chose qui me fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent le drama, qui adorent les histoires, qui adorent aller fouiller, etc. Moi, non, c'est vraiment juste peace. Je vis ma vie, je profite de ma famille, je profite de ma vie, je profite de petits moments simples, des moments plus beaux, etc. Ouais, genre sur LinkedIn, c'est un peu ce côté où on a le réseau social où on peut créer des vraies connexions sans le côté enfant de 12 ans qui va t'insulter sur un post parce qu'il a même pas compris la nature du post. Et du coup, c'est ça Exactement. qui fait que moi, vraiment, je trouve que LinkedIn, c'est une bonne safe place pour commencer à prendre la parole. Et après, j'encourage les gens à aller sur d'autres plateformes. Je trouve que LinkedIn, c'est un bon endroit pour commencer quand ben, on n'est pas... Parce que par le coup, je sais pas si ça se voit ou pas dans mes contenus, mais je suis pas quelqu'un qui a extrêmement confiance en moi et qui est extrêmement à l'aise avec mon image. Donc, ben, pour commencer, je trouve que c'est pas mal. Super. Est-ce que toi, pour toi, un post LinkedIn a besoin d'avoir forcément un visuel, une photo, des hashtags? Alors, les C'est quoi hashtags, les non. codes? Les hashtags, non? Alors, OK. les hashtags, ça sert à rien. Sur LinkedIn, on Mhm. est plus sur du référencement naturel comme Google. Ils sont plus sur, du coup, lire la sémantique du post pour savoir quel est le sujet et la présenter à la bonne audience. Mhm. En fait, pour le visuel, ça va être pareil, ça va dépendre de ses compétences en copywriting. Si on est très fort en copywriting, qu'on sait capter l'attention et qu'on sait manier les mots, ben, l'accroche va suffire. Par contre, si on est débutant, forcément, une accroche visuelle va être plus simple en mettant une photo. En fait, ça va Mhm. dépendre du niveau de la personne et de la brand, encore une fois de plus. Moi, je conseille quand on commence, ça c'est quand on commence, personne ne te connaît, ben, on va écrire des posts courts. Ça sert à rien d'écrire des pavés que personne ne lira. Parce que du coup, tu n'es pas connu, tu n'as pas encore assez de notoriété pour être associé à l'expertise et pouvoir parler pendant des heures. Donc là, pareil, en fait, LinkedIn n'a pas vraiment de code. Le code de LinkedIn, c'est juste
apporter une valeur ajoutée. Et comment on apporte une valeur ajoutée? Si on identifie une cible, on identifie une problématique et on essaie de l'aider à travers chaque poste, tout simplement. Mhm, Parce que la mhm. qualité du poste ne dépend pas du nombre d'impressions. Je vois plein de posts qui sont hyper qualitatifs et qui, du coup, font un certain nombre d'impressions. Ben oui, clairement. Et toi, tu conseillerais à quelqu'un qui débute sur LinkedIn de poster combien de fois par semaine? À quelle heure? L'heure, ça va dépendre du secteur d'activité. Si on vise les artisans, on va pas poster à la même heure que si on vise les dirigeants de start-up parce qu'ils sont pas connectés sur les réseaux sociaux à la même heure. Donc, étape 1, savoir quand est-ce que notre cible est connectée, comment on fait, tout simplement, on va juste tout demander. Des fois, faut pas remuer ou chercher des méthodes miracles, discuter avec les gens. Je vous promets que ça marche vraiment. Donc déjà l'heure et par rapport à commencer, moi je conseille de commencer par un rythme qu'on pourra tenir sur la durée. Si tu es capable de poster 5 fois par semaine un contenu de qualité, que tu estimes de qualité en t'améliorant tous les jours, parce qu'on s'améliore tous les jours et personne n'est parfait, eh ben, tu peux poster 5 fois par semaine si tu peux le faire pendant un an. Par contre, si tu n'es pas en capacité de le faire pendant un an, ben, privilégie 1 à 2 posts par semaine, ne t'arrête pas. Le plus important, c'est pas le nombre, c'est le fait de ne pas s'arrêter parce que la création de contenu, c'est juste les effets cumulés de petites actions. Il y a un an, je faisais 5 likes sur mes posts. Là, maintenant, quand je fais des flops, entre guillemets, les posts les plus bas que je peux faire, ben, je vais faire 80 likes. Parce qu'en fait, ben, ça fait un an que je ne m'arrête pas. Ça fait un an que je teste, que j'essaie, que je trouve les choses jusqu'à avoir trouvé, ben, justement, cette fameuse patte, entre guillemets, qui fait que, ben, aujourd'hui, ben, tu as eu envie de parler avec moi. Et Mhm, le plus important, mhm, c'est pas le mhm. nombre, c'est la durée, c'est le nombre de temps qu'on fait les choses. C'est ça, clairement, clairement. Et en Écoute, fait, ça moi, va dépendre de j'aimerais... plein de choses. Je peux pas dire à quelqu'un qui débute. Ça va Mhm, dépendre du mhm. secteur d'activité, de ce qu'on vend, du prix de notre offre. Si on vend une offre à 30 euros, forcément, il va falloir être plus présent parce qu'il va falloir vendre plus en quantité. Si on vend Ben une offre oui. à 3 000 ou 5 000 euros, ben, on en vend 2 dans le mois, c'est pas la même chose. Ça dépend tellement. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop tout ce qui est hack miracle, les choses sorties du chapeau sur LinkedIn, tout ça, ça m'intéresse pas parce qu'en vrai, dans la réalité, il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'on peut pas dire juste publier 5 fois par semaine, vous allez réussir sur LinkedIn. Non, Mhm. c'est faux. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses de ces e-commerçants? Moi, je vois des restaurateurs, des e-commerçants, des gens qui vendent des produits, admettons des produits cosmétiques, qui sont sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, moi, je pense que ils ont raison d'y être, mais ils doivent pas être que sur LinkedIn C'est ça. parce que ça va pas être leur canal d'accompagnement. Moi, en tant que si demain je lance une marque de e-commerce, je serai sur LinkedIn, mais pas pour vendre mon produit, je serai sur LinkedIn pour raconter mon histoire, construire Mhm. un personal branding, créer une connexion émotionnelle avec mon audience pour partager mes valeurs. Et je me servirai d'un autre canal d'acquisition, l'ad, Instagram, TikTok, pour là faire de la vente pure et dure. Ça aurait été ma Mhm. façon d'utiliser LinkedIn parce que ben, en 2025, on n'achète plus un produit, on achète des histoires. C'est J'achète ça. pas une paire de Nike parce qu'elle est de meilleure qualité qu'une paire sans marque. J'achète une paire de Nike parce que Nike, ben, ça me fait penser au dépassement de soi, ça me fait penser à un groupe d'appartenance, ça me fait penser à, ben, du coup, les années collège où on était tous contents d'avoir une paire de Nike que nos parents nous payaient. Donc, en fait, on achète des émotions, on n'achète pas du tangible. Ben Donc, moi, oui. je dirais aux gens que si vous avez une marque d'e-commerce, une marque de cosmétiques, une marque de food, un restaurant, ben, profitez de LinkedIn pour raconter votre histoire, votre vécu, votre parcours et créer une réelle connexion avec votre audience. Et cette audience pourra se convertir en client naturellement. C'est sûr, c'est sûr. Parfait. Merci Myriam. Écoute, on va arriver à un point où j'aimerais t'écouter. Tu me disais tantôt que ça fait un peu plus d'un an bientôt que tu es en affaires, que tu es à ton compte, que tu t'es lancé. Tu nous as parlé du déclic et tout. Parle-nous un peu des défis. C'est vrai qu'il y a un an, tu publies tous les jours sur LinkedIn, tu arrives déjà à avoir tes clients et tout. Parle-nous un peu des défis dans le développement de ta business, de ton offre aussi, un peu plus en détail, de ta cible, si c'est possible aussi, et après tes défis. Alors, je te posais la question déjà de nous présenter ton offre de service que tu as lancée depuis un an, ta Mm. cible et surtout tes défis en développement ton business model. Pourquoi tu as choisi l'accompagnement et c'est quoi tes défis en fait? Alors, pour mon offre, alors j'ai 3 offres différentes. Mhm, J'ai une offre en rebranding de profil que je travaille. En fait, je travaille avec. Moi, j'aime bien m'associer sur mes projets, donc en fait, je m'associe avec plusieurs personnes. La première offre, c'est j'ai une offre de rebranding de profil, d'optimisation de profil pour avoir un profil plus percutant, un profil visible, un profil qui donne envie d'acheter, un profil qui sert vraiment de page de vente pour sa cible, avec qui je travaille en collaboration avec une graphiste. Ça, c'est ma première offre, qui s'appelle Rebranding LinkedIn, très simplement, optimisation de profil complète,
écriture, visuel, template pour les carousels, template pour les posts, tout au complet. Ça, c'est ma première offre. Après, j'ai une offre spécialisée création de contenu, où là, pareil, c'est un accompagnement hybride entre du coup de la formation vidéo et des coachings avec moi pour mettre en place une stratégie de contenu sur le long terme pour devenir visible sur LinkedIn. Ça, c'est du coup l'offre intermédiaire où on fait que de la création de contenu. Et enfin, j'ai une offre, l'offre la plus complète. J'ai essayé de créer l'offre la plus complète sur LinkedIn, c'est mon objectif, et je suis sûre que c'est la plus complète. Ça peut paraître prétentieux, mais je suis sûre de moi parce que je me suis associée avec les bonnes personnes. Là, j'ai créé une offre complète pour aider les gens à générer du cash sur LinkedIn où on va parler de tous les aspects nécessaires pour trouver des clients en tant qu'indépendant. Donc, on va avoir de la création de contenu où je vais montrer de la création de contenu. On va avoir de la prospection où j'ai un coach en prospection qui va venir aider les gens à apprendre à prospecter et de la vente, comment se vendre en appel parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se vendre simplement quand ils sont en appel découvert, ils paniquent, ils ne savent pas quoi dire et du coup ils se trompent et malheureusement ils perdent des clients. Du coup, une coach en vente aussi qui les aide sur ces trois aspects-là. Donc là, c'est vraiment l'accompagnement ultime sur 3 mois, sur 90 jours. On vous apprend à créer du contenu avec ma partenaire. On vous apprend à vous vendre en appel. On vous apprend à aller prospecter, à aller chercher les clients par vous-même. Là, vraiment, vous avez les 3 compétences clés pour du coup trouver des clients sur LinkedIn. Ça, du Wow. coup, c'est mes 3 offres, rebranding, création de contenu et accompagnement le plus complet sur LinkedIn possible avec vraiment les aspects entiers dont je vous ai parlé. Et du coup, c'est des accompagnements aussi qu'il faut utiliser ailleurs parce que ce que je vous apprends en création de contenu, ça marche sur LinkedIn, ça marche sur Instagram, ça marche sur TikTok. Il faut juste adapter à la plateforme en comprenant l'algorithme et les règles du jeu. Et moi, je me concentre vraiment sur la partie stratégique et sur la partie psychologie parce qu'en fait, derrière l'algorithme, c'est des humains. Donc, si on comprend l'humain qu'il y a derrière l'algorithme, l'algorithme, on s'en fout un petit peu finalement. Ça, c'est vraiment mes 3 offres. Rebranding de profil, accompagnement création de contenu, accompagnement complet sur la création de contenu, la prospection et la vente. Ces 3 offres, c'est pareil. Et je cible les femmes freelance, les femmes entrepreneuses. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai marre qu'on soit sous-estimé, parce que chaque fois que j'entends une femme qui entreprend, non mais il y a trop d'empathie pour entreprendre, une femme ça réfléchit avec ses émotions, pas avec la ration, donc elle peut pas entreprendre, elle peut pas trouver des clients, elle peut pas réussir, etc. Donc tous ces mythes, tous ces trucs à la con, comme je dirais, même si c'est pas très professionnel comme langage, j'ai un peu envie de les détruire. Donc ça, avec mon association, on a décidé vraiment de se spécialiser sur les femmes freelance, parce que pour moi, elles méritent de briller comme les hommes et qu'on arrête de les juger. Super. Écoute, ta motivation rejoint la mienne parce que moi aussi j'en ai eu marre de voir les femmes avec des belles idées qui n'évoluent pas, qui ne vendent pas assez, qui ne rentabilisent pas leur business et qui n'arrivent pas à en vivre tout simplement. Fait que on a un peu le même objectif sans avoir forcément la même manière de le faire. Fait que je te félicite pour ça. Exactement. Euh, J'aimerais que tu nous dises, dans ton expérience jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi les défis, un ou deux, que tu as eus et comment tu as pu les surmonter, ces défis-là? Alors le premier, ça c'est le syndrome de l'imposteur. Parce que j'ai toujours l'impression par rapport à plein de choses dans ma vie, de ne jamais faire assez, de ne jamais avoir assez réussi, de ne jamais m'être donné à 100%. J'ai l'impression de pouvoir faire plus. J'ai toujours l'impression de ne pas être à ma place et de me dire que je suis pas assez forte dans ce que je fais pour le partager aux autres. Donc il y a eu ce gros défi où je me bats encore contre le syndrome de l'imposteur, mais je pense que c'est un combat qui finira jamais. Et en même temps, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est pas mauvais, c'est challengeant. Ça nous permet de pas nous reposer sur le laurier, ça nous permet de nous dépasser, ça nous permet de toujours faire mieux, faire plus. Donc il y a le fameux syndrome de l'imposteur qui est l'un de mes plus grands défis, comment apprendre à vivre avec et ne pas m'arrêter, ne pas me laisser tétaniser par ça. Ensuite, la seconde peur, je dirais, c'était un peu le fait de partir de zéro. Parce que j'ai fait le défi de me dire, je prends pas de CDI. Je fais ça à la fin de mes études. C'est-à-dire que je n'ai pas de contact, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de personne qui peut m'épauler, je n'ai pas de mentor, je n'ai pas de quelqu'un qui peut me montrer la voie. Juste moi, mon idée et mon ambition de me dire que dans 5-10 ans, j'aimerais bien monter la meilleure agence de création de contenu, si possible, qui s'adresse à, du coup, à différents cibles, dans une équipe, etc. Donc vraiment, du coup, le défi, ça a été de tout construire. Et je suis encore en train de construire parce que ça fait qu'1 an que j'entreprends. Et en 1 an, je suis contente parce que j'arrive à vivre mon activité à 100%. Il m'a fallu moins de 6 mois pour vivre mon activité à 100%. J'arrive à stabiliser un chiffre d'affaires, j'arrive à trouver des clients, etc. Il n'y a pas de souci. Mais pour moi, mon défi, ça serait vraiment du coup, de garder ça et d'aller encore un peu plus loin
tout en me disant, en me disant, bah, je suis partie de zéro, donc ce que j'ai fait, c'est déjà bien, mais je peux encore faire mieux. Waouh. Waouh, bravo. Bravo Myriam, parce que tu disais tantôt qu'en 6 mois, tu arrives à vivre de ton business, tu as stabilisé un chiffre d'affaires qui fait qu'aujourd'hui, la crainte n'est plus de pouvoir faire assez d'argent, mais c'est plutôt bâtir cette Non, entreprise qui c'est continue à ça. grandir. Là, ma Waouh. crainte, c'est pas de payer mes factures, c'est comment je peux optimiser tout ça sans jamais perdre mes valeurs parce que je refuse. En fait, j'ai eu un débat avec une amie il y a pas longtemps où en fait, où elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas comme les autres? Et du coup, je lui ai répondu tout simplement, vendre du rêve, ça rapporte plus d'argent. Vendre la réalité, ça me rapporte plus d'estime en moi. Et je préfère augmenter mon estime en moi que augmenter mon compte en banque. Je roule pas sur l'or, hein, je m'invente pas une vie, je dis pas que je gagne 50 000 euros par mois, etc. Je dis juste qu'en tant que freelance, j'arrive à gagner assez pour vivre sans me priver de rien à 24 ans. Et actuellement, c'est tout ce que je veux pas plus. Donc, moi, je suis heureuse comme ça et c'est comme ça que ça marche. Et genre, quand je signe des nouvelles personnes, je leur promets pas de faire 10 000 euros par mois. Je leur promets de leur donner toutes les méthodes pour trouver des bons clients. Et ensuite, à eux de faire la quantité qui va avec. Si une cliente me dit que je vais faire 15 000 euros par mois, je lui explique qu'elle devra se lever à 6 heures et finir la journée à 19 heures. Si une cliente me dit qu'elle veut faire 3 000 par mois, je lui explique qu'elle pourra commencer à 9 heures et finir sa journée à 17 heures et profiter de ses enfants. Donc moi, je mens pas, je donne les actions à mettre et plus on veut de résultats, plus il faut mettre ces actions et plus il faut les répéter tout simplement. Waouh. Bravo. Bravo. Puis, écoute, tu as répondu à la question qui allait suivre là. Une anecdote concernant une cliente, puis je sais pas si tu veux revenir. Une anecdote, j'en ai une Oui. qui était il y a pas longtemps. Du coup, sur ma dernière offre la plus complète avec ma partenaire, on a commencé avec une cliente, je vais pas dire le nom par respect pour elle, Non. évidemment. Oui. On a commencé, premier mois, on a eu des résultats, on a eu des leads entrants, etc. On a eu un problème, cette cliente n'arrivait pas à vendre. En fait, on cherchait à comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à vendre. En fait, on s'est rendu compte qu'elle n'arrivait pas à vendre parce qu'elle était plus passionnée par ce qu'elle faisait. Tout simplement, elle aimait plus, elle était plus animée, elle pensait trop à l'argent, elle pensait trop à payer les factures, etc. Et donc, j'ai pris la lourde décision de lui dire que sans passion, elle pouvait pas entreprendre et que je lui conseillais de retourner chercher un CDI à mi-temps. Donc, c'était dur de lui dire. Je pense que ça lui a fait mal. Je pense que ça lui a fait un déclic, etc. Mais ce qui était plus beau, c'est qu'une semaine après, on a refait un point rendez-vous. Et la semaine d'après, elle nous a dit, merci, parce que grâce à vous, j'ai réussi à vendre vendredi dernier. Et je suis remotivée comme jamais. Je suis boostée à bloc. Je veux entreprendre. C'est ce que j'aime. Et du coup, là, on est reparti sur les chapeaux de roue pour continuer à entreprendre et pour continuer à construire de belles choses. Donc, en fait, je pense que le fait de me dire que j'ai redonné la motivation à une entrepreneuse de faire ce qu'elle aime et de se battre pour ce qu'elle aime, ça vaut tout l'or du monde. Parce que la voir en passer de je veux tout abandonner à je suis prête à tout arracher et la voir m'envoyer des choses et m'écrire et me demander des conseils, c'est la plus belle des victoires que je pouvais avoir. Waouh. Bravo à ta cliente qui a su Ouais. réaligner sa vision et bravo à toi qui a eu le courage quand même de lui dire parce que parfois on veut pas blesser, on veut Oui. pas casser un Je préfère. rêve. Ouais, Moi, ma mère m'a toujours dit mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui rassure. c'est ça clairement, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi, Myriam. Écoute, c'est passionnant ton parcours, c'est passionnant tes anecdotes que tu nous dis et tes valeurs surtout. Je te dis tout simplement bravo et continue à bâtir cet empire-là. Je sens que dans 3 ans maximum, là où tu veux être dans 5 ans, c'est sûr que tu le seras dans 3 ans maximum parce que tu as une vision Ce que claire et j'espère. tu as des valeurs sûres. Et moi, c'est suffisant pour moi, pour quelqu'un qui veut se bâtir. Moi, j'aimerais terminer avec tes actualités. Là, tu nous as parlé de tes offres, mais c'est quoi que tu fais bientôt qui peut intéresser quelqu'un? Si quelqu'un veut te parler, Euh, ce que je fais bientôt, là, je suis vraiment focus sur l'amélioration de mes offres. Je ne veux pas sortir de nouveautés parce que je préfère optimiser ce que j'ai là. Donc là, je mhm, suis vraiment en train de vraiment améliorer, optimiser tout ce que j'ai déjà créé pour que ça soit encore plus imbattable. Ça devient vraiment le meilleur accompagnement du marché. Je suis vraiment en train de travailler sur ça, le concret de ça, comment vraiment aider les gens sur ce que j'ai déjà bâti et comment faire mieux. mhm, Les activités qui peuvent m'intéresser, je sais que je fais beaucoup de challenges sur mon compte, 3 jours avec moi pour apprendre à écrire des posts, pour apprendre à vendre, etc. Pour apporter de la valeur aux femmes qui en ont besoin. Donc je sais que tous les mois, si les gens veulent me suivre, ils pourront même rencontrer en challenge. Je fais des petites masterclass, je fais des petits lives, je reste assez disponible, un message en privé et on se fait un appel de 3 minutes pour apprendre à se connaître. J'ai pas de souci avec ça parce que pour moi, chaque rencontre n'est pas une perte de temps, mais une façon de s'enrichir, que je c'est vende ou sûr. pas.
Donc, en termes d'actualité, j'ai que ça pour l'instant, que ça, c'est déjà pas mal. Je lance aussi une agence avec une amie à moi en création de contenu dédiée pour les entreprises engagées. Parce que pour moi, ma compétence doit servir à avoir un réel impact, pas juste à rapporter de l'argent à des gens. Je peux à aider des gens qui veulent de l'argent, mais qui veulent aussi aider la société. Donc, j'ouvre une agence avec une amie à moi à côté qui s'appelle Solaris. En plus des 3 Mm. autres dont j'ai parlé, pardon, j'ai fourché. Parfait. Et voilà. C'est un peu mes Super. actualités du moment. Super. Écoute, comme je te le disais tantôt, cette émission, c'est pour booster les femmes qui veulent entreprendre et qui écoutent toujours leur petite voix à l'intérieur qui les bloque, qui leur dit t'es pas assez bonne, c'est pas encore le moment, t'as pas d'argent et tout. Moi, j'aimerais te demander quel conseil aurais-tu pour ces personnes-là qui doutent encore, qui ont du mal à prendre cette décision qui est quand même cruciale à leur propre épanouissement. Quel conseil aurais-tu pour ces femmes-là? N'attendez pas demain, commencez hier. Parce qu'en soi, le bon moment n'existe pas. La peur, elle sera toujours là. Faut arrêter de se voiler la face. Entreprendre, c'est pas facile. Entreprendre, c'est pas la belle vie tous les jours. Entreprendre, c'est pas une plage à Bali et un ordinateur et un cocktail. Entreprendre, c'est du coup prendre des risques, accepter de passer par des bas. Mais les hauts sont tellement plus intenses et tellement plus jouissifs que les bas à côté, ça devient rien, ça devient un souvenir qu'on oublie très rapidement. Donc moi, ce que je dirais à ces femmes-là, c'est commencer hier, tout simplement. N'attendez pas. N'attendez pas parce que la peur ne disparaîtra jamais, le syndrome de l'imposteur ne disparaîtra jamais. Rien de ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui ne disparaîtra. La seule chose qui peut changer la donne, c'est que vous commencez aujourd'hui, tout simplement. Wow. Merci Myriam. Merci à toi pour ton temps. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Et donc, Oui, on va se dire à la prochaine émission. je Si vous l'espère. avez suivi jusqu'ici, j'espère que vous avez noté les grandes lignes, les grandes clés qui peuvent vous permettre de vous lancer immédiatement Ouais. parce qu'il Et faut se aussi, lancer si j'ai hier. un dernier conseil, restez vous-même. Ouais, l'authenticité. Oui, juste soyez vous. Parce que de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, mais au Non. moins, quand on est nous-mêmes, on plaît aux bonnes personnes. Et c'est l'essentiel. Yes. Yes, yes, yes. Il y a assez de bonnes personnes. Fait que non, on ne bride pas son authenticité, ses valeurs à cause de l'argent. On ne n'entreprend pas à cause juste pour chercher de l'argent. On entreprend d'abord pour s'épanouir, pour aider. Et quand on le fait avec les bonnes valeurs, ben, on est payé d'une manière indirecte parce que le ressenti, l'épanouissement, ça vaut des milliards, ça vaut des millions. Ça vaut Donc, tout l'or du monde. merci. Ça vaut tout l'or du monde, tout simplement. Merci Myriam pour ton temps. Donc voilà, c'était l'émission avec Myriam Felaoui. Suivez-la sur LinkedIn, ne ratez pas ses challenges, ne ratez pas ses lives et allez vous accrocher, apprenez les pépites pour vous lancer en affaires. Merci. Merci à toi de m'avoir accueilli dans cette petite émission. Je suis ravie d'échanger, ravie de te découvrir parce que du coup, j'ai appris à te connaître aussi à travers cette émission et j'espère qu'on restera en contact et que j'espère que tu arriveras à accomplir tous les projets que tu veux et que juste tu sois heureuse puisqu'en soi, c'est tout ce qu'on veut, être heureux. Exact. Merci Myriam. Merci d'avoir suivi cet épisode de Héroïnes en Affaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez-nous sur Instagram et Facebook et partagez votre histoire avec nous. À très bientôt dans Héroïnes en Affaires. Ensemble, nous construisons un avenir inspirant. Héroïnes en Affaires. Inspirez-vous, agissez, réussissez.